De grands événements auxquels j'étais étranger se préparaient alors. Parti de Bordeaux pour rejoindre Louis XVIII à Paris, le duc d'Angoulême recevait à son passage dans chaque ville des ovations préparées par l'enthousiasme qui saisissait la vieille France au retour des Bourbons. La Touraine en émoi pour ses princes légitimes, la ville en rumeur, les fenêtres pavoisées, les habitants endimanchés, les apprêts d'une fête et ce je ne sais quoi répandu dans l'air et qui grise, me donnèrent l'envie d'assister au bal offert au prince. Quand je me mis de l'audace au front pour exprimer ce désir à ma mère, alors trop malade pour pouvoir assister à la fête, elle se courrouça grandement. Arrivais-je du Congo pour ne rien savoir? Comment pouvais-je imaginer que notre famille ne serait pas représentée à ce bal? En l'absence de mon père et de mon frère, n'était-ce pas à moi d'y aller? N'avais-je pas une mère? Ne pensait-elle pas au bonheur de ses enfants? En un moment, le fils quasi désavoué devenait un personnage. Je fus autant abasourdi de mon importance que du déluge de raisons ironiquement déduites par lesquelles ma mère accueillit ma supplique. Je questionnai mes sœurs, j'appris que ma mère, à laquelle plaisaient ces coups de théâtre, s'était forcément occupée de ma toilette. Surpris par les exigences de ces pratiques, aucun tailleur de Tours n'avait pu se charger de mon équipement. Ma mère avait mandé son ouvrière à la journée, qui, suivant l'usage des provinces, savait faire toute espèce de couture. Un habit bleu barbeau me fut secrètement confectionné tant bien que mal. Des bas de soie et des escarpins neufs furent facilement trouvés. Les gilets d'homme se portaient courts. Je pus mettre un des gilets de mon père. Pour la première fois, j'eus une chemise à jabot, dont les tuyaux gonflèrent ma poitrine, et s'entortillèrent dans le nœud de ma cravate. Quand je fus habillé, je me ressemblais si peu que mes sœurs me donnèrent, par leurs compliments, le courage de paraître devant la Touraine assemblée. Entreprise ardue, cette fête comportait trop d'appelés pour qu'il y eût beaucoup d'élus. Grâce à l'exiguïté de ma taille, je me faufilais sous une tente construite dans les jardins de la maison Papillon, et j'arrivais près du fauteuil où trônait le prince. En un moment, je fus suffoqué par la chaleur, ébloui par les lumières, par les tentures rouges, par les ornements dorés, par les toilettes et les diamants de la première fête publique à laquelle j'assistais. J'étais poussé par une foule d'hommes et de femmes qui se ruaient les uns sur les autres et se heurtaient dans un nuage de poussière. Les cuivres ardents et les éclats bourboniens de la musique militaire étaient étouffés sous les hurrahs de « Vive le duc d'Angoulême »,« Vive le roi »,« Vive les Bourbons ». Cette fête était une débâcle d'enthousiasme où chacun s'efforçait de se surpasser dans le féroce empressement de courir au soleil levant des Bourbons. Véritable égoïsme de parti, qui me laissa froid, me rapetissa, me replia sur moi-même. Emporté comme un fétu dans ce tourbillon, j'eus un enfantin désir d'être duc d'Angoulême, de me mêler ainsi à ces princes qui paradaient devant un public ébahi. La niaise envie du Tourangeau fit éclore une ambition que mon caractère et les circonstances ennoblirent. Qui n'a pas jalousé cette adoration dont une répétition grandiose me fut offerte quelques mois après, quand Paris tout entier se précipita vers l'empereur, à son retour de l'île d'Elbe. Cet empire exercé sur les masses, dont les sentiments et la vie se déchargent dans une seule âme, me voit soudain à la gloire, cette prêtresse qui égorge les Français aujourd'hui, comme autrefois la druidesse sacrifiait les Gaulois.
Puis tout à coup, je rencontrai la femme qui devait aiguillonner sans cesse mes ambitieux désirs et les combler en me jetant au cœur de la royauté. Trop timide pour inviter une danseuse, et craignant d'ailleurs de brouiller les figures, je devins naturellement très grimaud et ne sachant que faire de ma personne. Au moment où je souffrais du malaise causé par le piétinement auquel nous oblige une foule, un officier marcha sur mes pieds, gonflé autant par la compression du cuir que par la chaleur. Ce dernier ennui me dégoûta de la fête. Il était impossible de sortir. Je me réfugiais dans un coin au bout d'une banquette abandonnée où je restais les yeux fixes, immobile et boudeur. Trompé par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s'endormir en attendant le bon plaisir de sa mère, et se posa près de moi par un mouvement d'oiseau qui s'abat sur son nid. Aussitôt, je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme, comme il brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine et fus plus ébloui par elle que je ne l'avais été par la fête. Elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies, sur lesquelles j'aurais voulu pouvoir me rouler. Des épaules légèrement rosées, qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois. De pudiques épaules, qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai, tout palpitant, pour voir le corsage, et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d'une gaze, mais dont les globes azurés, et d'une rondeur parfaite, étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. Les plus légers détails de cette tête furent des amorces qui réveillèrent en moi des jouissances infinies. Le brillant des cheveux, lissés au-dessus d'un cou, velouté comme celui d'une petite fille, les lignes blanches que le peigne y avait dessinées, et où mon imagination courut comme en de frais sentiers, tout me fit perdre l'esprit. Après m'être assuré que personne ne me voyait, je me plongeais dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère. Et je baisais toutes ses épaules en roulant ma tête. Cette femme poussa un cri perçant que la musique empêcha d'entendre. Elle se retourna, me vit et me dit « Monsieur ». Ah, si elle avait dit « Mon petit bonhomme, qu'est-ce qui vous prend donc ?» je l'aurais tué, peut-être. Mais à ce monsieur, des larmes chaudes jaillirent de mes yeux. Je fus pétrifié par un regard animé d'une sainte colère, par une tête sublime couronnée d'un diadème de cheveux cendrés, en harmonie avec ce dos d'amour. La pourpre de la pudeur offensée étincela sur son visage, que désarmait déjà le pardon de la femme qui comprend une frénésie quand elle en est le principe, et devine des adorations infinies les larmes du repentir. Elle s'en alla par un mouvement de reine. Je sentis alors le ridicule de ma position. Alors seulement je compris que j'étais fagoté comme le singe d'un Savoyard. J'eus honte de moi. Je restais tout hébété, savourant la pomme que je venais de voler, gardant sur mes lèvres la chaleur de ce sang que j'avais aspiré, ne me repentant de rien et suivant du regard cette femme descendue des cieux. Saisi par le premier accès charnel de la grande fièvre du cœur, j'errais dans le bal devenu désert, sans pouvoir y retrouver mon inconnu. Je revins me coucher, métamorphosé. Une âme nouvelle, une âme aux ailes diaprées, avait brisé sa larve.
Tombée des steppes bleues où je l'admirais, ma chère étoile s'était donc faite femme, en conservant sa clarté, ses scintillements et sa fraîcheur. J'aimais soudain sans rien savoir de l'amour. N'est-ce pas une étrange chose que cette première irruption du sentiment le plus vif de l'homme? J'avais rencontré, dans le salon de ma tante, quelques jolies femmes. Aucune ne m'avait causé la moindre impression. Existe-t-il donc une heure, une conjonction d'astres, une réunion de circonstances expresses, une certaine femme entre toutes, pour déterminer une passion exclusive, au temps où la passion embrasse le sexe entier? En pensant que mon élu vivait en Touraine, j'aspirais l'air avec délice. Je trouvais au bleu du temps une couleur que je ne lui ai plus vue nulle part. Si j'étais ravi mentalement, je parus sérieusement malade, et ma mère eut des craintes mêlées de remords, semblables aux animaux qui sentent venir le mal. J'allais m'accroupir dans un coin du jardin pour y rêver au baiser que j'avais volé. Quelques jours après, ce bal mémorable, ma mère attribua à l'abandon de mes travaux mon indifférence à ses regards oppresseurs, mon insouciance de ses ironies et ma sombre attitude aux crises naturelles que doivent subir les jeunes gens de mon âge. La campagne, cet éternel remède des affections auxquelles la médecine ne connaît rien, fut regardée comme le meilleur moyen de me sortir de mon apathie. Ma mère décida que j'irais passer quelques jours à Frappel, château situé sur l'Indre, entre Montbazon et Azel-Rideau, chez l'un de ses amis, à qui sans doute elle donna des instructions secrètes. Le jour où j'eus ainsi la clé des champs, j'avais si drûment nagé dans l'océan de l'amour que je l'avais traversé. J'ignorais le nom de mon inconnue, comment la désigner, où la trouver. D'ailleurs, à qui pouvais-je parler d'elle? Mon caractère timide augmentait encore les craintes inexpliquées qui s'emparent des jeunes cœurs au début de l'amour, et me faisait commencer par la mélancolie qui termine les passions sans espoir. Je ne demandais pas mieux que d'aller, venir, courir à travers champs, avec ce courage d'enfant qui ne doute de rien et comporte je ne sais quoi de chevaleresque. Je me proposais de fouiller tous les châteaux de la Touraine, en y voyageant à pied, en me disant à chaque jolie tourelle « c'est là ». Donc, un jeudi matin, je sortis de Tours par la barrière Saint-Éloi, je traversai les ponts Saint-Sauveur, j'arrivai dans Poncher en levant le nez à chaque maison et gagnai la route de Chinon. Pour la première fois de ma vie, je pouvais m'arrêter sous un arbre, marcher lentement ou vite, à mon gré, sans être questionné par personne. Pour un pauvre être écrasé par les différents despotismes qui peu ou prou pèsent sur toutes les jeunesses, le premier usage de libre arbitre, exercé même sur des riens, apportait à l'âme je ne sais quel épanouissement. Beaucoup de raisons se réunirent pour faire de ce jour une fête pleine d'enchantement. Dans mon enfance, mes promenades ne m'avaient pas conduit à plus d'une lieue hors la ville. Mes courses aux environs de Pont-le-Voy, ni celles que je fis dans Paris, ne m'avaient gâté sur les beautés de la nature champêtre. Néanmoins, il me restait des premiers souvenirs de ma vie, le sentiment du beau qui respire dans le paysage de Tours, avec lequel je m'étais familiarisé. Quoique complètement neuf à la poésie des sites, j'étais donc exigeant à mon insu, comme ceux qui, sans avoir la pratique d'un art, en imaginent tout d'abord l'idéal. Pour aller au château de Frappel, les gens à pied ou à cheval abrègent la route en passant par les landes dites de Charlemagne. Terre en friche, située au sommet du plateau, qui sépare le bassin du Cher et celui de l'Indre, et où mène un chemin de traverse que l'on prend à Champy. Ces landes plates et sablonneuses, qui vous attristent durant une lieue environ,
joignent par un bouquet de bois le chemin de Saché, nom de la commune d'où dépend Frappel. Ce chemin qui débouche sur la route de Chinon, bien au-delà de Ballan, longe une plaine ondulée et sans accident remarquable, jusqu'au petit pays d'Artanne. Là se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire, et semble bondir sous les châteaux posés sur ces doubles collines. Une magnifique coupe d'émeraude au fond de laquelle l'Indre se roule par des mouvements de serpent. À cet aspect, je fus saisi d'un étonnement voluptueux que l'ennui des Landes ou la fatigue du chemin avaient préparé. Si cette femme, la fleur de son sexe, habite un lieu dans le monde, ce lieu le voici. À cette pensée, je m'appuyais contre un noyer sous lequel, depuis ce jour, je me repose toutes les fois que je reviens dans ma chère vallée. Sous cet arbre confident de mes pensées, je m'interroge sur les changements que j'ai subis pendant le temps qui s'est écoulé depuis le dernier jour où j'en suis parti. Elle demeurait là, mon cœur ne me trompait point. Le premier castel que je vis au penchant d'une lande était son habitation. Quand je m'assis sous mon noyer, le soleil de midi faisait pétiller les ardoises de son toit et les vitres de ses fenêtres. Sa robe de percale produisait le point blanc que je remarquais dans ses vignes sous un albergier. Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, le lys de cette vallée, où elle croissait pour le ciel, en la remplissant du parfum de ses vertus. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui parent de leur dentelle mobile ce val d'amour, par les bois de chêne qui s'avancent entre les vignobles, sur des coteaux que la rivière arrondit toujours différemment, et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge, comme une fiancée, allez là par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps, l'amour y bat des ailes à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur. La vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnaient une voix à cette vallée frémissante. Les peupliers se balançaient en riant. Pas un nuage au ciel. Les oiseaux chantaient, les cigales criaient, tout y était mélodie. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Je l'aime moins que je ne vous aime, mais sans la Touraine, peut-être, ne vivrais-je plus. Sans savoir pourquoi, mes yeux revenaient au point blanc, à la femme qui brillait dans ce vaste jardin, comme au milieu des buissons verts éclatait la clochette d'un convolvulus, flétri si l'on y touche. Je descendis, l'âme émue, au fond de cette corbeille, et vis bientôt un village que la poésie, qui surabondait en moi, me fit trouver sans pareil. Figurez-vous 3 moulins posés parmi des îles gracieusement découpées, couronnés de quelques bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d'eau. Quel autre nom donner à ces végétations aquatiques, si vivaces, si bien colorées, qui tapissent la rivière, surgissent au-dessus, ondulent avec elle, se laissent aller à ses caprices et se plient aux tempêtes de la rivière fouettées par la roue des moulins. Ça et là s'élèvent des masses de gravier sur lesquelles
L'eau se brise, en y formant des franges où reluit le soleil. Les amaryllis, le nénuphar, le lys d'eau, les joncs, les phlox décorent les rives de leurs magnifiques tapisseries. Un pont tremblant composé de poutrelles pourries dont les piles sont couvertes de fleurs, dont les garde-fous plantés d'herbes vivaces et de mousses veloutées se penchent sur la rivière et ne tombent point. Des barques usées, des filets de pêcheurs, le chant monotone d'un berger, les canards qui voguaient entre les îles ou s'épluchaient sur le Jard, non du gros sable que charrie la Loire. Des garçons meuniers, le bonnet sur l'oreille, occupés à charger leurs mulets. Chacun de ces détails rendait cette scène d'une naïveté surprenante. Imaginez au-delà du pont 2 ou 3 fermes, un colombier, des tourterelles, une trentaine de masures séparées par des jardins, par des haies de chèvrefeuilles, de jasmin et de clématite, puis du fumier fleuri devant toutes les portes, des poules et des coqs par les chemins. Voilà le village du pont de Ruan. Joli village surmonté d'une vieille église pleine de caractère, une église du temps des croisades. Et comme les peintres en cherchent pour leurs tableaux. Encadrer le tout de noyers antiques, de jeunes peupliers aux feuilles d'or pâle. Mettez de gracieuses fabriques au milieu des longues prairies où l'œil se perd sous un ciel chaud et vaporeux. Vous aurez une idée d'un des 1000 points de vue de ce beau pays. Je suivis le chemin de Saché sur la gauche de la rivière, en observant les détails des collines qui meublent la rive opposée. Puis enfin, j'atteignis un parc orné d'arbres centenaires qui m'indiqua le château de Frapesle. J'arrivais précisément à l'heure où la cloche annonçait le déjeuner. Après le repas, mon hôte, ne soupçonnant pas que j'étais venu de Tours à pied, me fit parcourir les alentours de sa terre où de toutes parts je vis la vallée sous toutes ses formes. Ici par une échappée, là tout entière. Souvent mes yeux furent attirés à l'horizon par la belle lame d'or de la Loire, où, parmi les roulées, les voiles dessinaient de fantasques figures qui fuyaient emportées par le vent. En gravissant une crête, j'admirais pour la première fois le château d'Azay, diamant taillé à facettes, serti par l'Indre, monté sur des pilotis masqués de fleurs. Puis je vis, dans un fond, les masses romantiques du château de Saché. Mélancolique séjour, plein d'harmonie. Trop grave pour les gens superficiels, cher aux poètes, dont l'âme est endolorie. Aussi plus tard en aimais-je le silence, les grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux épandu dans son vallon solitaire. Mais chaque fois que je retrouvais, au penchant de la côte voisine, le mignon castel aperçu, choisi par mon premier regard, je m'y arrêtais complaisamment. « Eh !» me dit mon hôte, en lisant dans mes yeux l'un de ces pétillants désirs toujours si naïvement exprimés à mon âge. « Vous sentez de loin une jolie femme, comme un chien flaire le gibier. » Je n'aimais pas ce dernier mot. Mais je demandais le nom du castel et celui de son propriétaire. « Ceci est Clochegourde, me dit-il, une jolie maison appartenant au comte de Morsauf, le représentant d'une famille historique en Touraine, dont la fortune date de Louis XI et dont le nom indique l'aventure à laquelle il doit et ses armes et son illustration. Il descend d'un homme qui survécut à la potence. Aussi les Morsauf portent-ils d'or à la croix de sable, alzés, potencés et contrepotensés, chargés en cœur d'une fleur de lys d'or, aux pieds nourris, avec « Dieu sauve le roi notre sire » pour devise. Le comte est venu s'établir sur ce domaine au retour de l'émigration,
Ce bien est à sa femme, une demoiselle de Lenoncourt, de la maison de Lenoncourt-Givry, qui va s'éteindre. Madame de Morsauf est fille unique. Le peu de fortune de cette famille contraste si singulièrement avec l'illustration des noms que par orgueil, ou par nécessité peut-être, il reste toujours à Clochegourde et n'y voit personne. Jusqu'à présent, leur attachement aux Bourbons pouvait justifier leur solitude, mais je doute que le retour du roi change leur manière de vivre. En venant m'établir ici l'année dernière, je suis allé leur faire une visite de politesse. Ils me l'ont rendue et nous ont invités à dîner. L'hiver nous a séparés pour quelques mois, puis les événements politiques ont retardé notre retour, car je ne suis à Frappel que depuis peu de temps. Madame de Morsauf est une femme qui pourrait occuper partout la première place. Vient-elle souvent à Tours? Elle n'y va jamais. Mais, dit-il en se reprenant, elle y est allée, dernièrement, au passage du duc d'Angoulême, qui s'est montré fort gracieux pour monsieur de Morsauf. C'est elle, m'écriai-je. Qui elle? Une femme qui a de belles épaules. Vous rencontrerez en Touraine beaucoup de femmes qui ont de belles épaules, dit-il en riant. Mais si vous n'êtes pas fatigué, nous pouvons passer la rivière et monter à Clochegourde, où vous aviserez à reconnaître vos épaules. J'acceptai, non sans rougir de plaisir et de honte. Vers 4 heures, nous arrivâmes au petit château que mes yeux caressaient depuis si longtemps. Cette habitation, qui fait un bel effet dans le paysage, est en réalité modeste. Elle a 5 fenêtres de face. Chacune de celles qui terminent la façade, exposée au midi, s'avance d'environ 2 toises. Artifice d'architecture qui simule 2 pavillons et donne de la grâce au logis. Celle du milieu sert de porte, et on en descend par un double perron dans des jardins étagés, qui atteignent à une étroite prairie située le long de l'Indre. Quoiqu'un chemin communal sépare cette prairie de la dernière terrasse ombragée, par une allée d'acacias et de vernis du Japon, elle semble faire partie des jardins, car le chemin est creux, encaissé d'un côté par la terrasse et bordé de l'autre par une haie normande. Les pentes bien ménagées mettent assez de distance entre l'habitation et la rivière pour sauver les inconvénients du voisinage des eaux sans en ôter l'agrément. Sous la maison se trouvent des remises, des écuries, des resserres, des cuisines dont les diverses ouvertures dessinent des arcades. Les toits sont gracieusement contournés aux angles, décorés de mansardes à croisillons sculptés et de bouquets en plomb sur les pignons. La toiture, sans doute négligée pendant la Révolution, est chargée de cette rouille produite par les mousses plates et rougeâtres qui croissent sur les maisons exposées au midi. La porte-fenêtre du perron est surmontée d'un campanile où reste sculpté l'écusson des Blamont-Chauvry, écartelé de gueules à un pal de verre, flanqué de 2 mains appaumées de carnations et d'or à 2 lances de sable mises en chevron. La devise « Voyez tout, nul ne touche » me frappa vivement. Les supports, qui sont un griffon et un dragon de gueules enchaînées d'or, faisaient un joli effet sculpté. La Révolution avait endommagé la couronne ducale et le cimier, qui se compose d'un palmier de sinople fruité d'or. Sénart, secrétaire du comité de salut public, était bailli de sachets avant 1781, ce qui explique ces dévastations. Ces dispositions donnent une élégante physionomie à ce castel ouvragé comme une fleur, et qui semble ne pas peser sur le sol. Vu de la vallée, le rez-de-chaussée semble être au premier étage, mais du côté de la cour, il est de plain-pied avec une large allée sablée
donnant sur un boulingrin, animé par plusieurs corbeilles de fleurs. À droite et à gauche, les clos de vignes, les vergers et quelques pièces de terre labourables, plantées de noyers, descendent rapidement, enveloppent la maison de leur massif et atteignent les bords de l'Indre, que garnissent en cet endroit des touffes d'arbres dont les verts ont été nuancés par la nature elle-même. En montant le chemin qui côtoie Clochegourde, j'admirais ces masses si bien disposées. J'y respirais un air chargé de bonheur. La nature morale a-t-elle donc, comme la nature physique, ses communications électriques et ses rapides changements de température? Mon cœur palpitait à l'approche des événements secrets qui devaient le modifier à jamais, comme les animaux s'égaient en prévoyant un beau temps. Ce jour, si marquant dans ma vie, ne fut dénué d'aucune des circonstances qui pouvaient le solenniser. La nature s'était parée comme une femme allant à la rencontre du bien-aimé. Mon âme avait pour la première fois entendu sa voix. Mes yeux l'avaient admirée aussi féconde, aussi variée que mon imagination me la représentait, dans mes rêves de collège dont je vous ai dit quelques mots inhabiles à vous en expliquer l'influence, car ils ont été comme une apocalypse où ma vie me fut figurativement prédite. Chaque événement heureux ou malheureux s'y rattache par des images bizarres, liens visibles aux yeux de l'âme seulement. Nous traversâmes une première cour, entourée des bâtiments nécessaires aux exploitations rurales, une grange, un pressoir, des étables, des écuries. Averti par les aboiements du chien de garde, un domestique vint à notre rencontre et nous dit que monsieur le comte, parti pour Azay dès le matin, allait sans doute revenir, et que madame la comtesse était au logis. Mon hôte me regarda. Je tremblais qu'il ne voulût pas voir madame de Mortsauf en l'absence de son mari. Mais il dit au domestique de nous annoncer. Poussé par une avidité d'enfant, je me précipitai dans la longue antichambre qui traverse la maison. « Entrez donc, messieurs », dit alors une voix d'or. Quoique madame de Mortsauf n'eût prononcé qu'un mot au bal, je reconnus sa voix, qui pénétra mon âme et la remplit comme un rayon de soleil remplit et dore le cachot d'un prisonnier. En pensant qu'elle pouvait se rappeler ma figure, je voulus m'enfuir. Il n'était plus temps. Elle apparut sur le seuil de la porte, nos yeux se rencontrèrent, je ne sais qui d'elle ou de moi rougit le plus fortement. Assez interdite, pour ne rien dire, elle revint s'asseoir à sa place devant un métier à tapisserie. Après que le domestique eut approché le fauteuil, elle acheva de tirer son aiguille afin de donner un prétexte à son silence, compta quelques points et releva sa tête à la fois douce et altière vers M. de Chessel, en lui demandant à quelle heureuse circonstance elle devait sa visite. Quoique curieuse de savoir la vérité sur mon apparition, elle ne nous regarda ni l'un ni l'autre. Ses yeux furent constamment attachés sur la rivière, mais à la manière dont elle écoutait, vous eussiez dit que, semblable aux aveugles, elle savait reconnaître les agitations de l'âme dans les imperceptibles accents de la parole. Et cela était vrai. Monsieur de Chessel dit mon nom et fit ma biographie. J'étais arrivé depuis quelques mois à Tours, où mes parents m'avaient ramené chez eux quand la guerre avait menacé Paris. Enfant de la Touraine, à qui la Touraine était inconnue, elle voyait en moi un jeune homme affaibli par des travaux immodérés, envoyé à Frappel pour s'y divertir, et auquel il avait montré sa terre, où je venais pour la première fois. Au bas du coteau seulement, je lui avais appris ma course de Tours à Frappel, et craignant
pour ma santé déjà si faible, il s'était avisé d'entrer à Clochegourde en pensant qu'elle me permettrait de m'y reposer. Monsieur de Chessel disait la vérité, mais un hasard heureux semble si fort cherché que madame de Morsauf garda quelque défiance. Elle tourna sur moi des yeux froids et sévères qui me firent baisser les paupières d'humiliation, autant par je ne sais quel sentiment d'humiliation que pour cacher des larmes que je retins entre mes cils. L'imposante châtelaine me vit le front en sueur, peut-être aussi devina-t-elle les larmes, car elle m'offrit ce dont je pouvais avoir de besoin en exprimant une bonté consolante qui me rendit la parole. Je rougissais comme une jeune fille en faute, et d'une voix chevrotante comme celle d'un vieillard, je répondis par un remerciement négatif. Tout ce que je souhaite, lui dis-je, en levant les yeux sur les siens, que je rencontrais pour la seconde fois, mais pendant un moment aussi rapide qu'un éclair, c'est de n'être pas renvoyé d'ici. Je suis tellement engourdi par la fatigue que je ne pourrais marcher. Pourquoi suspectez-vous l'hospitalité de notre beau pays, me dit-elle. Vous nous accorderez sans doute le plaisir de dîner à Clochegourde, ajouta-t-elle, en se tournant vers son voisin. Je jetai sur mon protecteur un regard où éclatèrent tant de prières qu'il se mit en mesure d'accepter cette proposition, dont la formule voulait un refus. Si l'habitude du monde permettait à M. de Chessel de distinguer ces nuances, un jeune homme sans expérience croit si fermement à l'union de la parole et de la pensée chez une belle femme, que je fus bien étonné quand, en revenant le soir, mon hôte me dit « Je suis resté parce que vous en mouriez d'envie. Mais si vous ne raccommodez pas les choses, je suis brouillé peut-être avec mes voisins. » Ce « si vous ne raccommodez pas les choses » me fit longtemps rêver. Si je plaisais à madame de Morsauf, elle ne pourrait pas en vouloir à celui qui m'avait introduit chez elle. Monsieur de Chessel me supposait donc le pouvoir de l'intéresser. N'était-ce pas me le donner? Cette explication corrobora mon espoir en un moment où j'avais besoin de secours. « Ceci me semble difficile, répondit-il. Madame de Chessel nous attend. »« Elle vous a tous les jours, reprit la comtesse. Et nous pouvons l'avertir. »« Est-elle seule ? » ?»« Elle a monsieur l'abbé de Caylus. »« Eh bien, dit-elle, en se levant, pour sonner, vous dînez avec nous. » Cette fois, monsieur de Chessel la crut franche et me jeta des regards complimenteurs. Dès que je fus certain de rester pendant une soirée sous ce toit, j'eus à moi comme une éternité. Pour beaucoup d'êtres malheureux, demain est un mot vide de sens, et j'étais alors au nombre de ceux qui n'ont aucune foi dans le lendemain. Quand j'avais quelques heures à moi, j'y faisais tenir toute une vie de volupté. Madame de Morsauf entama sur le pays, sur les récoltes, sur les vignes, une conversation à laquelle j'étais étranger. Chez une maîtresse de maison, cette façon d'agir atteste à un manque d'éducation, ou son mépris pour celui qu'elle met ainsi comme à la porte du discours. Mais ce fut embarras chez la comtesse. Si d'abord je crus qu'elle affectait de me traiter en enfant, si j'enviais le privilège des hommes de 30 ans, qui permettait à M. de Chessel d'entretenir sa voisine de sujets graves, auxquels je ne comprenais rien, si je me dépitais en me disant que tout était pour lui, à quelques mois de là, je sus combien est significatif le silence d'une femme, et combien de pensées couvre une diffuse conversation. D'abord, j'essayais de me mettre à mon aise dans mon fauteuil, puis je reconnus les avantages de ma position en me laissant aller au charme d'entendre la voix de la comtesse. Le souffle de son âme se déployait dans les replis des syllabes, comme le son se divise sous les clés d'une flûte.
Il expirait onduleusement, à l'oreille d'où il précipitait l'action du sang. Sa façon de dire les terminaisons en « i » faisait croire à quelque chant d'oiseau. Le « che » prononcé par elle était comme une caresse, et la manière dont elle attaquait les t accusait le despotisme du cœur. Elle étendait ainsi, sans le savoir, le sens des mots, et vous entraînait l'âme dans un monde surhumain. Combien de fois n'ai-je pas laissé continuer une discussion que je pouvais finir? Combien de fois ne me suis-je pas fait injustement gronder pour écouter ces concerts de voix humaines, pour aspirer l'air qui sortait de sa lèvre chargé de son âme, pour étreindre cette lumière parlée avec l'ardeur que j'aurais mise à serrer la comtesse sur mon sein. Quel chant d'hirondelle joyeuse quand elle poussait rire, mais quelle voix de cygne appelant ses compagnes quand elle parlait de ses chagrins. L'inattention de la comtesse me permit de l'examiner. Mon regard se régalait en glissant sur la belle parleuse. Il pressait sa taille, baisait ses pieds et se jouait dans les boucles de sa chevelure. Cependant, j'étais en proie à une terreur que comprendront ceux qui, dans leur vie, ont éprouvé les joies illimitées d'une passion vraie. J'avais peur qu'elle ne me surprît les yeux attachés à la place de ses épaules que j'avais si ardemment embrassées. Cette crainte avivait la tentation, et j'y succombais. Je les regardais, mon œil déchirait l'étoffe. Je revoyais la lentille qui marquait la naissance de la jolie raie par laquelle son dos était partagé, mouche perdue dans du lait, et qui depuis le bal flamboyait toujours le soir dans ces ténèbres, où semble ruisseler le sommeil des jeunes gens dont l'imagination est ardente, dont la vie est chaste.